comment ça va se... On va peut-être vous donner le micro pour qu'on puisse vous entendre, si vous permettez. La question qu'on aurait envie de poser, c'est est-ce que ça va être mis en œuvre et quelles seraient ses modalités de mise en œuvre? Parce que là, c'est un projet, je pense, qui a été présenté. Je vous ai présenté à la fois le projet et puis le modèle, le résultat. Le résultat. Et concrètement, Eh bien, là, au niveau, donc, alors c'est comme tous les projets européens, après vous pouvez donc les télécharger sur le site de la Commission européenne. Et ensuite, eh bien, vous vous en emparez ou pas. Et, bon, personnellement, c'est à la fois intéressant du point de vue de la recherche d'étudier ce type de dispositif, mais en tant que praticienne, cette fois-ci je me situe de ce côté-là, en tant que praticienne, je trouve que c'est une démarche assez intéressante parce que c'est quelque chose de très très souple. Donc vous reprenez ces éléments et vous construisez, je dirais, si cette question-là vous intéresse, vous bâtissez votre propre système de validation des compétences. Après, savoir pourquoi on le fait, alors pourquoi par rapport à des finalités et pourquoi dans quel but. Ma question était plus large, c'est parce qu'en fait, se l'approprier n'est pas à titre individuel, ça peut être au niveau d'une institution, oui, exact. au niveau d'une branche professionnelle, c'est voilà. Pas en tant qu'organisme tout seul. Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. C'est à différents niveaux. Dans le cadre des... Alors, il y avait une étape, effectivement, qui nous a permis, dans chaque pays, de mener des enquêtes. Donc, j'ai trouvé intéressant, en fait, de m'entretenir avec des aides à domicile. Parce qu'on parle de la professionnalisation du secteur de l'aide à la personne depuis quelques années maintenant. Et donc, j'ai interviewé des aides à domicile qui étaient embauchés par différents types de structures dans ce domaine d'activité, qui avaient également des statuts très très différents, des expériences différentes, plus ou moins diplômées, qualifiées, et ces personnes ont exprimé des choses vraiment intéressantes du point de vue justement de la professionnalisation, parce que certaines me disaient, mais on a un diplôme qui est délivré par l'ex-DRASM, j'ai du mal à retenir la nouvelle appellation à rallonge, donc par les affaires sociales, donc le diplôme qui s'appelle le DEAVS, voilà, j'en ai un trou. Elle me disait que la formation était très complexe, vraiment très très riche d'un point de vue théorique et pratique, pour reprendre ces termes, mais à travers donc ces propos, il y avait une attente qui n'était pas satisfaite justement par rapport à la résolution de problèmes inédits qui se posaient et singuliers qui se posaient dans les situations de travail. Parce que vous le savez, tout comme moi, que les aides à domicile, quand elles interviennent seules. De temps en temps, il y a une coordinatrice qui vient contrôler si tout se passe bien. Mais comme elles disent, comme certaines le disaient, c'est quand la coordinatrice, quand elle n'est pas là, que les problèmes arrivent. Et souvent, les problèmes, parce que je leur ai demandé également quels étaient les types de problèmes, je les ai même amenés à verbaliser un certain nombre de choses, éléments sur un problème précis. Ces personnes exprimaient vraiment toute la difficulté à gérer ce type de problèmes. Ce sont des problèmes très complexes. Alors évidemment, donc, elles s'appuient sur leurs ressources et puis sur leur expérience, mais elles étaient en demande par rapport à des formations mais différentes de celles qu'elles ont suivies, je dirais, d'une manière plus académique. Donc, ce que j'entendais également à travers les propos, c'est qu'elles se construisaient des compétences, mais dont elles n'avaient pas conscience, parce qu'il n'y a aucun cadre qui permettait à un moment donné, même pour elles-mêmes, de prendre conscience qu'elles étaient en train de se construire des compétences très spécifiques et complexes, je dirais, et qui étaient sans doute balayées, noyées, je dirais, dans un programme de formation assez complet, mais qui était
enfin, c'est ce qui est ressorti de ces entretiens, c'était des compétences qu'elles auraient aimé pouvoir faire reconnaître pour gagner en légitimité dans leur activité professionnelle et progresser et continuer de se professionnaliser au-delà de la qualification acquise. Alors, il y a un autre projet, enfin, bon, il y en a plein de projets, mais il y avait effectivement, enfin, je n'ai pas lâché le morceau, on va dire, mais il y avait un collègue, un partenaire italien qui m'avait proposé de poursuivre ce travail-là avec les aides à domicile, mais cette fois-ci, l'idée c'était de pouvoir prendre langue avec la fédération, enfin, la branche professionnelle, pour voir comment on pourrait aller plus loin dans des démarches de professionnalisation. Alors moi, ça m'intéressait bien de poursuivre ce travail, mais également du point de vue de la recherche pour, je dirais, réfléchir sur la question de la professionnalisation, on va dire du modèle de la professionnalisation, comme on a parlé du modèle de la qualification, du modèle de la compétence. Ce modèle de professionnalisation, enfin, s'il existe, ou s'il a existé, comment on pourrait l'incarner. Donc pour ça, il faut pouvoir partir d'expérience. Et le projet Value, en tant qu'enseignant-chercheur, le projet Value, c'est un bel objet d'étude, à mon sens. Autre question, remarque? Gilbert. Oui. Juste quelques mots pour dire que est-ce que vous avez évoqué la question qui vient à l'esprit quand on compare les systèmes de plusieurs pays et qui rebondit dans les derniers exemples que tu donnes, c'est la question du pouvoir et de la légitimité. On voit bien les 2 ou 3 moments clés dans le processus qui a été mis au point, qui est tout à fait méthodologiquement un bon outil pour se comprendre entre différents systèmes nationaux ou locaux. C'est le choix du référentiel. C'est la question de dire quelles capacités peuvent avoir, comme tu le dis, des professionnels du milieu, de n'importe quel milieu, au bout de X années de pratique, de faire prendre en compte et de modifier les référentiels qui servent à leur propre reconnaissance et à celle de leurs pairs ou des futurs pairs qui vont venir, etc. Et là, en France, on a quand même, par rapport à d'autres pays, une forte incapacité, c'est politique, je veux dire, c'est ça ma question. C'est est-ce que la dimension des systèmes sociopolitiques des différents pays, décentralisation, centralisation, qui délivre, qui reconnaît, est-ce que dans les jurys il y a les professionnels, enfin voilà, ces questions-là qui sont sous-jacentes à l'aspect méthodologique, donc qui est techniquement neutre, mais qui ne peut pas rester neutre dès qu'on évoque la question de qui a la légitimité pour acter la reconnaissance d'une compétence et trancher sur c'est ça le bon référentiel et surtout que les praticiens n'y touchent pas, c'est les experts et les enseignants et je ne sais pas qui d'autre qui le définissent et personne ne peut le modifier. Or, dans beaucoup de pays, il y a effectivement une capacité locale ou sectorielle à se créer soi-même une vraie légitimité sur des référentiels coproduits. Nous, je vois bien ta réponse, Brigitte, nous, c'est renvoyer à un rang pédagogique. Oui. C'est pédagogiquement intéressant de travailler avec un groupe pour faire remonter ce qu'eux voient comme nécessaires compétences dans des situations complexes inédites. Mais pour que ça passe et que ça modifie et que ça tape dans certains des référentiels un peu inadaptés ou qui n'ont pas su évoluer, en France en particulier, c'est pas facile. Est-ce que la dimension politique qui a été évoquée? Indirectement, ça rejoignait ma question. C'est pour ça que je reviens toujours à ça. Par exemple, le Conseil national de la FTLV, par exemple, sur ce projet, quel avis a-t-il pu donner sur ce projet et comment envisage-t-il justement de le mobiliser et de le mettre, puisqu'en fait, ça va être du descendant, ça ne peut pas être systématiquement que de l'ascendant. Quels éléments de réponse sur les réactions des acteurs? De toute façon, je dirais que nous, là-dedans, nous sommes aussi des acteurs sociaux et on participe à la mise en œuvre des orientations politiques qui sont prises au plus haut, au sein de la Commission européenne. Donc on est
fait partie du jeu, je dirais. Après, effectivement, ça, ce sont des questions que chaque pays se sont posées. C'est pour ça, bon, je ne viens pas justifier le travail qu'on a fait, mais je ne sais pas si je dis bien les choses là au moment où je les énonce, mais si vous voulez, on a souhaité produire un modèle souple parce que, à cause de ça, j'ai envie de dire, c'est parce qu'après, ça appartient à chaque pays d'engager des négociations pour pouvoir, et suivant donc les finalités qui se définissent, les objectifs, les intentions sociales, j'aime bien le terme qu'utilise Richard, donc quelles sont les intentions sociales derrière, parce que quel sens ça a à un moment donné. Alors en Italie, il y a un vrai problème de qualification des jeunes, de la population jeune. En Italie, on rencontre beaucoup plus de difficultés que nous en rencontrons ici en France par rapport à un public très éloigné de la qualification. Ensuite, bon, ce que j'ai aussi relevé à travers nos échanges, c'est que tous les pays, enfin les pays en Europe, sont dans une démarche de construction de cette, je dirais, de cette offre de formation, de cette offre de certification. Donc il y a des enjeux énormes. Maintenant, après, comment ça se met en œuvre, comment se passent les négociations, ça c'est propre à chaque pays, en définitive. Donc pour nous, il faudrait effectivement une volonté. Alors, je l'ai dit à propos du projet ICT, à propos des compétences, des e-compétences dans le domaine des technologies d'information et de la communication. Ça, il semble que ça se soit bien implanté en France. Je n'ai pas regardé de plus près, mais apparemment, c'est un outil qui est utilisé par les entreprises de différents domaines, relevant de différents domaines d'activité. Donc je ne sais pas quelle portée ce projet peut avoir, mais en tous les cas, après, à mon avis, il y aura d'autres projets, il y aura sans doute un prolongement à ce projet-là, parce que je pense que vous avez posé la question cruciale, comment on peut vivre ce type de projet. Donc il va falloir sans doute développer des expérimentations. On n'en est pas là, mais sinon, effectivement, ça peut rester lettre morte. C'est vrai qu'une réponse provisoire pourrait consister à dire qu'on voit bien au travers de l'échange qui a lieu ici que la question de la professionnalisation, finalement, dès qu'elle est posée au niveau européen, elle a tendance à se normaliser. Les projets contribuent à produire sans doute des outils communs, des méthodologies communes. N'oublions pas peut-être qu'elles contribuent aussi à produire des normes sur lesquelles il convient de s'interroger. Et ces normes, elles apparaissent dans le cadre européen, dans lequel on va trouver des finalités différentes et quelquefois contradictoires. On ne peut pas faire comme si toutes les finalités qui présidaient au dispositif, qui accompagnent les dispositifs et qui se repensent lors de l'élaboration des dispositifs étaient univoques et sans contradiction. Tu as nommé par exemple deux types de grandes finalités. Je ne suis pas sûre, par exemple, pour ma part, que justice et équité se dissolvent facilement dans flexibilité et excellence. On voit bien qu'on est sur des dimensions-là extrêmement, qui peuvent être extrêmement conflictuelles, dans lesquelles des dispositifs se pensent en essayant de faire la part de toutes les contradictions qui sont inhérentes à une organisation humaine à l'échelle européenne, a fortiori à une organisation du marché du travail et du marché des certifications à l'échelle européenne. Mais je pense que c'est des questions qui sont extrêmement intéressantes. Bon, j'aurais plein de questions à te poser, mais cet après-midi sera l'occasion aussi de revenir sur ces questions-là.